vidéo que nous vous proposons aujourd'hui va traiter de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous aborderons plusieurs aspects qui ont précédé puis accompagné cette compétition. Nous commencerons tout d'abord par traiter de la CAN, ou plus précisément des raisons pour lesquelles les équipes nord-africaines participent à cette compétition à laquelle, selon nous, les États nord-africains ne devraient pas participer. Nous aborderons ensuite les réactions hystériques de la néo-OAS aux manifestations de joie après les victoires algériennes au fur et à mesure de la compétition jusqu'à la victoire finale. En particulier, nous nous attarderons sur certaines déclarations néo-OAS qui, sans le savoir, confirment nos thèses les unes après les autres. La Coupe africaine des nations de football a été disputée, sauf erreur de notre part, pour la 32e fois au Caire. Or, tout à chacun, à quelques rares exceptions, fait comme si c'était une chose normale, évidente et tout simplement incontestable pour les Nord-Africains de disputer cette compétition. Et en effet, disent-ils, ne sommes-nous pas des Africains? C'est assez typique de beaucoup de Nord-Af de manquer de sens critique. C'est sans doute là leur pire défaut. Ils croient que ce qu'on leur a dit est toujours vrai, surtout si celui qui le dit est européen. Car bien évidemment, cette construction idéologique d'une prétendue Afrique est encore une construction étrangère, bien sûr. Commençons par le rappel suivant. Le mot, ou plutôt le nom Afrique, est apparu sous l'Empire romain pour désigner Carthage et sa région, c'est-à-dire une partie de la Tunisie actuelle. Plus tard, les géographes et historiens de langue arabe ont baptisé la même région Ifriqiya. L'étymologie du nom Afrique ou Africa est multiple. Il en existe 4 ou 5. Et parmi ces 4 ou 5 étymologies, aucune ne fait référence ni de près ni de loin à ce qu'on nomme aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Les origines étymologiques du mot Afrique renvoient à des termes amazirs, soit à une déesse locale, soit à des noms de populations antiques berbères locales, soit encore au vocabulaire berbère. Cette étymologie, celle tirée du vocabulaire, nous paraît convaincante, sans être, loin de là, certaine. Selon cette étymologie, le nom Afrique serait dérivé du mot amazigh Tafrika, mot qui signifie aujourd'hui encore parcelle de terre ou terrain. Mais dira-t-on, comment étaient désignés les Noirs dans le passé? En latin, le terme est niger, qui a donné dans les langues latines, mais aussi en anglais, le terme nègre, negro, etc. Cette origine latine se retrouve dans les noms modernes de certains États subsahariens, comme le Nigeria ou le Niger, où chacun reconnaît le mot Niger, noir en latin. Les auteurs de langue arabe ont pour leur part désigné le monde subsaharien ou noir sous le nom de Bilad Soudan, c'est-à-dire le pays des Noirs. On entend cette étymologie dans le nom de l'État actuel du Soudan. Ce n'est que par un abus de langage et par confusionnisme, et sans doute un manque d'imagination, que les Européens ont englobé les territoires et les populations subsahariennes sous le nom d'Afrique. On constate d'ailleurs aujourd'hui même, la tendance à réserver le nom d'Afrique aux seuls Noirs, tandis que l'on essaie d'enfermer les Nord-Africains sous le terme de Maghrébins ou de musulmans. En tout état de cause, l'idée de l'Afrique comme entité unique et légitime ne repose sur rien. Nous avons montré à l'instant que c'est par le pillage d'un nom berbère Afrique ou Africa
que les Européens ont ensuite indûment appliqué ce nom aux populations et territoires subsahariens. D'autres, qui sachant que l'étymologie détruit la notion d'Afrique, préfèrent considérer plutôt le problème sous l'angle géographique. Ils disent que l'Afrique forme un continent et par conséquent, elle constitue bien une entité unique et homogène. Alors, ce prétendu argument géographique, qu'on voudrait comme un argument décisif parce que factuel, n'est précisément pas factuel. C'est un argument construit. Les raisons pour lesquelles le fait d'être sur un continent commun ferait de vous un peuple commun, une civilisation commune, etc., est une farce, une plaisanterie. Bon, prenons par exemple le cas de l'Amérique. On dit Amérique pour dire que c'est un continent, et en effet, ça l'est bien. Mais en réalité, il y a toutes sortes d'Amériques. Il y en a au moins 3, en fait 4. Il y a l'Amérique du Nord, composée du Canada et des États-Unis. Il y a l'Amérique dite centrale, avec principalement le Mexique, mais tous les pays périphériques au Mexique. Il y a ensuite l'Amérique du Sud, qu'on appelle parfois latine, mais enfin l'Amérique du Sud. Et enfin, on peut aussi ajouter l'Amérique insulaire, c'est-à-dire l'ensemble des Antilles, la Jamaïque, la Havane, Cuba, Haïti, etc., qui forment aussi ce qu'on appelle l'Amérique insulaire. Bien, ça en ferait au moins 4. Personne ne croit que ça fait un seul monde. Et si on prend même l'Amérique du Sud, prenons les grands pays qui composent l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Argentine et le Brésil, on voit bien que ça fait déjà 2 mondes, entre le monde lusophone et le monde hispanophone. Bien. Donc, ce critère n'a pas de réalité. Et du point de vue de l'organisation, par exemple sportive, l'organisation du football, il y a une différence. Toutes les équipes américaines ne jouent pas dans la même compétition. Pas du tout. Bon. Mais on peut le dire aussi, par exemple, de l'Europe. Jouent en Europe des équipes qui ne sont évidemment pas européennes, et qui ne sont d'ailleurs même pas du tout situées en Europe. Bon, évidemment, il y a le cas évident d'Israël, mais là, on peut dire, bon, c'est un cas particulier politique, mais il y a d'autres États. On trouve dans les championnats d'Europe des équipes, des pays comme la Géorgie, l'Arménie, comment ça s'appelle, Turkménistan, enfin il y a toutes sortes de pays qui sont tous issus de l'ex-Union soviétique. Hein. Car le statut après la dissolution de l'Union soviétique, la situation de ces pays n'a pas été réglée. Et donc on a continué à les garder au sein des organisations européennes. D'ailleurs, pas seulement pour le football, mais aussi, par exemple, pour la chanson. Hein, pensez à l'Eurovision. À l'Eurovision, il y a toutes sortes de pays qui ne sont pas européens. Bien. Donc, cette histoire n'a aucune espèce de réalité. On a construit une organisation du football qui intègre des pays qui sont des pays asiatiques. Pas de position, pas de lien, ni géographique, ni d'aucune nature d'ailleurs, avec l'Europe, encore moins avec l'Europe de l'Ouest. Bien. Prenons maintenant l'Asie. Bon, l'Asie est un continent, c'est un immense continent, où on trouve des pays qui sont parfois absolument frontaliers, collés. Songez à la Chine et à l'Inde. Ils ont une frontière. Eh bien, ces deux pays-là, ne forment pas quelque chose comme les Asiatiques. Ça ne veut rien dire. Ce sont des pays totalement différents. Par les langues, par les types physiques, par la nourriture, par les religions. Ils ont en commun la religion bouddhiste qui est née en Inde et qui s'est pas mal diffusée en Chine. Et pourtant, ça ne fait pas une civilisation commune. Pas du tout. Bien. Et on peut ajouter, alors je ne parle même pas du Japon et de son statut insulaire, mais la Corée, songez au Bangladesh, songez au Vietnam, etc. Voilà. Donc, le fait d'appartenir à un même continent au sens géographique ne fait
pas de civilisation commune, ne fait pas d'intérêt commun, ne fait pas une histoire commune. Pas du tout. Bien. Alors ça peut faire une organisation sportive commune. C'est possible. Dans le cas de l'Asie, je suis encore à regarder de plus près, mais bon. Ça ne fait pas un monde commun. Je veux dire, il n'y a pas d'automaticité, comme je l'ai montré, pour l'Amérique ou pour l'Europe. Je signale qu'il existe, par exemple, des jeux méditerranéens. Ils ont lieu, je ne sais pas, la périodicité, si c'est tous les 4 ans. Oui, tous les 4 ans. Bon, on n'entend pas beaucoup parler. On entendait beaucoup parler dans les années 60, 70, on entendait pas mal parler. Aujourd'hui, bon, c'est à peine si les gens savent que ça existe, mais ça existe. On aurait pu parfaitement construire une compétition de football méditerranéenne. Oui, méditerranéenne, à laquelle participeraient des pays nord-africains, mais également des pays du sud de la Méditerranée, du côté de la Méditerranée orientale, et ainsi que les pays, évidemment, du nord de la Méditerranée, sans problème. Et pourquoi ça n'existe pas? Bien. Alors, il y a des raisons, mais je ne veux pas toutes les développer, parce que bon, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais enfin, tout ça pour dire que le fait que les pays nord-africains participent à une compétition de football qui est la Coupe d'Afrique des Nations n'a rien de logique, n'a rien de normal, n'a rien d'évident. À cet ensemble d'arguments culturels, géographiques, historiques, politiques, culturels, linguistiques, tout ce que vous voulez, il faut y ajouter quand même un élément qui est proprement footballistique. Très franchement, le style de football qui se pratique en Afrique du Nord n'a rigoureusement rien à voir avec celui qui se pratique en Afrique subsaharienne. C'est pas du tout le même type de football. En Afrique du Nord, c'est un football technique. C'est un football relativement subtil, qui ressemble plus, alors sans avoir forcément toujours le même niveau, mais qui ressemble beaucoup plus au football, par exemple, sud-américain, en tout cas une partie d'entre lui, et également, par exemple, au football des Balkans, hein, tel qu'il était pratiqué par les Serbes, les Croates, etc., ou les Bosniaques, c'est-à-dire un football technique. Les subsahariens ont un football plutôt physique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de subtilité technique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de techniciens en Afrique subsaharienne, mais disons que grosso modo, c'est un football très physique. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de participer à cette CAN. Il n'y a pas de raison de considérer que c'est une chose normale. C'est pas du tout normal. Voilà, je vous aime pas, même si vous avez gagné, bande de fils de pute. Brûlez, brûle encore. Crame. Bon, et bien là, nous avons vu une très très courte vidéo dans laquelle nous voyons quelques blacks brûler le drapeau algérien. On entend de vagues insultes. Enfin bon, c'est pas vraiment audible. Bon, en tout état de cause, c'est pas des choses gentilles qu'ils disent. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en réalité? Rien de spécial. Les choses vont comme elles doivent aller. Il est évident qu'il y a un contexte antagoniste entre nous et une partie des blacks. Non pas de notre faute d'ailleurs, hein, mais bien de la leur. Bon, c'est que le début, hein, ce sont des prémices. C'est pas le premier en réalité, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais disons que la présence, la surprésence noire en France subsaharienne va être de plus en plus délicate avec nous, nord-africains. C'est une évidence. C'est évidemment tout l'aspect que ne voient pas les crétins de l'extrême droite néo-OS, enfin d'ailleurs extrême droite et néo-OS en général, hein, qui ne voient que les Algériens et les Nord-Africains. Les difficultés avec les blacks vont être de plus en plus rudes. De plus en plus rudes.
je ne compte pas du tout sur le gouvernement pour éviter un nouveau raz-de-marée de drapeau algérien. Moi, je fais confiance aux 11 joueurs de l'équipe du Nigeria pour terrasser les Fennecs et pour renvoyer leurs supporters à la maison. Ah bon? Je pense que c'est la meilleure solution pour qu'on ait la paix. Vous voulez que l'Algérie perde, comme ça on sera tranquille? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je le dis avec un petit peu de dérision, mais avec beaucoup de lucidité, le seul moyen pour qu'on ait demain une soirée tranquille et paisible, c'est que le Nigeria écrase l'Algérie et que cette course, cette compétition des violences et des dégradations s'arrête une bonne fois pour toutes. Vous allez avoir des amis du côté des Franco-Algériens. Eh bien, là, nous avons entendu des représentants, des jeunes représentants du Rassemblement national. Enfin bon, la merde néo-AS, disons le cœur un peu de la merde néo-AS. C'est pas toute la néo-AS, mais enfin, c'en est un gros morceau aujourd'hui sur le plan électoral, etc. Bon, le type s'appelle Julien Audoul, c'est un des jeunes cadres de ce mouvement, comme je l'ai dit déjà, néo-AS, mais mouvement aussi de sodomites excités, en guerre contre les Nord-Africains, en général, les Algériens en particulier. D'ailleurs, au passage, vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de baratin sur l'islam, etc. Fini. Quand on vit aux choses sérieuses, c'est les Algériens et rien d'autre. Bien. Et on verra ensuite pourquoi c'est les Algériens, bien évidemment. Mais oui, je reviens sur la petite mention de leur pratique sexuelle. C'est qu'il faut savoir, c'est comme ça, j'y suis pour rien, c'est que leur siège social à Nanterre est un véritable repère de sodomites. Regardez comment ils parlent tous, les poses qu'ils prennent. Alors lui, c'est encore un peu moins visible que les autres, mais franchement, faut pas rentrer dans leur truc, faut pas rentrer dans leur bureau, ou alors enfin bref, je vais pas mettre un peu longtemps sur cet aspect des choses. Bon, c'est pourquoi je pourrais dire ce que pensent les enculés, parce que techniquement, c'est ce qu'ils sont. Mais bon, je vais pas dire ça, je vais en rester quelque chose de plus soft, ce qui sera bien suffisant d'ailleurs. Bien, notre Julien Audoul joue au dur de dur, et il nous dit qu'il n'a à mère des Algériens, et du drapeau algérien, et qu'il est pour l'équipe du Nigeria. Il espère que l'équipe du Nigeria va mettre une branlée à l'équipe d'Algérie. Bon, nous connaissons le résultat, c'est évidemment pas du tout ce qui est arrivé. Et donc, faut bien le dire, Julien Audoul l'a dans le cul, comme lorsqu'il est au siège du Front National. Bon, alors il fait l'apologie du Nigeria. Il veut du Nigeria, il veut pas d'Algérien. Eh ben, mon pote, c'est que t'as de la merde dans les yeux, parce qu'il n'y a plus que ça. Là, c'est toujours la même histoire avec ces mecs-là. Ils ne sortent jamais de chez eux, jamais du front. Du siège du Front National, jamais de leur permanence de frontistes, là où ils sont à se courir les uns après les autres. Attention, si je t'attrape, ça va chier pour toi. Bon, voilà à peu près ce qu'ils font toute la journée. Et attention, c'est facilement vérifiable. Il y a eu des tonnes d'articles de presse, de témoignages, etc. C'est un ramassis. Attention, si jamais il y a des homosexuels qui m'écoutent, là, c'est pas Dieu que je parle. Les gars, j'ai rien contre vous. Enfin, tant que c'est pas obligatoire, j'ai rien contre vous. Là, je parle de type d'extrême droite. Des mecs qui vous la jouent macho, qui vous la jouent, ou des bonhommes, etc. Non, des bonhommes de rien du tout. D'accord? Bon. Mais revenons maintenant un peu au fond de l'histoire. Il est pour le Nigeria. Oui, on a compris que vous étiez pour le Nigeria. On a compris que vous préfériez l'immigration black, manifestement. C'est votre droit, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de préférer ce que vous préférez. Mais c'est déjà commencé, c'est déjà en cours, du black, il y en a partout. Si tu connais la France, Julien Audoul, forcément, tu ne peux pas avoir raté le spectacle. Je veux dire, les Nord-Africains ont été délogés de quartiers historiques où ils étaient présents depuis maintenant 120 ans. Que ce soit à Seine-Saint-Denis, les villes comme Saint-Denis, les villes
comme La Courneuve, comme Saint-Ouen, comme tout ce que tu voudras, les quartiers, prenons Barbès, ils sont délogés, les Nord-Africains. Un quartier comme Belleville, Ménilmontant maintenant. Pour parler de Paris, hein, si on va à Marseille, on trouvera l'équivalent à Marseille. Si on va à Lyon, on trouvera pareil à Lyon, à Vénissieux, etc. Je veux dire, c'est un phénomène général. Il n'y a que les couillons du Front National, enfin ils sont appelés Rassemblement National maintenant. Il n'y a que ces couillons-là qui ne le voient pas. C'est général. Donc, tu peux faire l'apologie du Nigeria. Oh, et au passage, c'est une tendance statistique qu'on a constatée ces dernières années, du fait que on trouve de plus en plus de Noirs anglophones. Et il faut savoir que c'est une politique délibérée, hein, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre plus longtemps. C'est assez facile de trouver des informations sur le sujet. Mais le gouvernement français, qui oriente les immigrations, hein, l'immigration, c'est pas un phénomène du tout imposé, non contrôlé, pas du tout. Même sous sa forme illégale, elle est parfaitement sous contrôle, contrairement à ce que vous pensez. Enfin, ce que pensent ces imbéciles du Front National, Rassemblement National. Bon, il y a une politique délibérée d'accroissement des effectifs des subsahariens anglophones. Pourquoi? Eh bien parce que l'État français, les capitalistes français, se sont rendus compte que ils ne pouvaient plus rien faire dans l'Afrique francophone, pour deux raisons. La première, c'est que de toute façon, ils l'ont déjà bien rincé, hein, ils sont déjà bien servis, et que deuxièmement, de plus en plus, les pouvoirs, les équipes qui arrivent au pouvoir dans ces pays s'orientent plutôt vers la Chine, par exemple. Et donc, la France, de facto, est évincée. En revanche, les Français, l'État français, les capitalistes français, pensent, à tort, à raison, à mon avis à tort, pensent qu'ils vont pouvoir s'ouvrir des marchés dans le monde anglophone. Parce que, disent-ils, nous n'avons pas de rapports coloniaux directs, ni de rapports liés à la France-Afrique. Donc, ce que nous pouvons plus faire avec l'Afrique francophone, on va donc le faire avec les pays anglophones, c'est-à-dire le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique et qui est anglophone, mais le Ghana, etc. C'est ça le calcul. Et d'ores et déjà, si on ne voit pas les résultats économiques pour la France dans ces pays-là, en tout cas on voit la contrepartie migratoire. Elle est massive. Donc le Nigeria, tu les as déjà, crétin de Julien Audoul. Tu les as, t'en as partout. Bien. Et au final, qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Tu ne veux pas de Nord-Africains. C'est ton droit, je répète, parfaitement ton droit. Mais tu vas avoir autre chose qu'on voit aussi d'ores et déjà. Peut-être dans ta famille déjà. Vous allez bronzer, mais alors beaucoup, hein. Énormément. J'ai ouï dire qu'il y a eu une étude de l'ONU qui est apparue il y a quelques mois, je pense, dans laquelle on faisait des prévisions sur le nombre de métis qu'il y aurait en France dans les décennies à venir, dans la prochaine décennie à venir. Eh bien, il était indiqué que ça allait être une croissance exponentielle. Eh ben voilà, vous avez choisi. Votre détestation des Nord-Africains et des Algériens en particulier va vous conduire à la catastrophe. Et je vais te dire, Julien Audoul et à tous les trous de balle comme toi, c'est bien fait pour vos gueules, cher. Avant de poursuivre plus avant, je reviens quand même un instant à la question de la présence des subsahariens et des nord-africains. Et puisque nous parlons football, après tout cela, toute cette discussion a été occasionnée par la Coupe d'Afrique des Nations, regardons d'ores et déjà ce qui est l'influence subsaharienne sur le football en France, le football français. C'est assez évident que
le championnat de France, si vous prenez la première et deuxième division, est très largement composé de joueurs subsahariens. Je dis bien subsahariens. Et si vous prenez les équipes de France, alors l'équipe de France senior, si je puis dire, mais également les autres, les U-17, -19, enfin, etc. Ce sont des équipes très largement composées de Noirs, de subsahariens. Bon, ce qui est ne fait que confirmer d'ailleurs ce qu'avait dit Finkielkraut il y a déjà quelques années, lorsqu'il avait dit de l'équipe de France qu'elle était black, black, black. S'il avait eu l'occasion de dire qu'elle était beurre, 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 il ne se serait pas gêné, hein. Vous imaginez bien. Mais non, le fait est que, pour quiconque ouvre un peu les yeux, c'est bien black, black, black. Bon. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait eu, il y a quelques années déjà, un petit problème, toute une polémique plutôt contre Laurent Blanc, l'ancien joueur de l'équipe de France et entraîneur de l'équipe de France d'ailleurs, parce qu'il avait été l'auteur d'un rapport dans lequel il expliquait que la formation, ou plutôt le recrutement massif de joueurs noirs dans les clubs de deuxième, première division et également dans les écoles de formation au football de subsahariens, donner un tour très particulier au football français, c'est-à-dire un football pas très technique, hein, comme on a pu le voir pendant la CAN, hein. C'est vraiment un football de brut, hein, c'est pas... Voilà, c'est un fait, hein. Le football subsaharien, il y a quelques bons techniciens, forcément, mais enfin globalement c'est pas un football de technicien, hein. C'est un football plutôt très physique et assez brutal, hein. Bien, Laurent Blanc avait eu un certain nombre de soucis avec ça. On l'avait accusé, bien évidemment, hein, en 3 secondes, hein, de racisme. Et un raciste. Hein, dès que vous voyez, vous décrivez la réalité, le vrai, le réel, vous êtes forcément un raciste. Hein. Pareil pour les équipes de France. Hein, je veux dire, l'équipe de France est une équipe... ce sont des équipes de plus en plus subsahariennes. On peut même dire qu'elles sont quasiment que subsahariennes. Les beurs, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Je veux dire, vous prenez l'équipe de 1998 qui a remporté la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde française. Qu'est-ce qu'il y avait comme beurre? Il n'y en a eu que 2. Et encore, le deuxième, Sabri Lamouchi, a été écarté avant même le commencement de la compétition, puisqu'il fallait retenir une liste de 23 joueurs, donc il a été écarté, il restait que Zidane. Et là, c'était juste parce que, là, pour le coup, il ne pouvait pas s'en passer. Voilà. Si vous prenez ensuite les équipes qui ont suivi, il n'y a quasiment pas de Nord-Africains, il y en a toujours un ou 2, à peu près, hein, 3, grand maximum. Et encore, hein, c'est compter large avec 3. Voilà. Donc c'est déjà le tournant subsaharien du football français, comme de l'ensemble de la société française, a déjà été pris, encore une fois. Il n'y a que les abrutis néo-AS, toute cette merde d'extrême droite, et pas seulement d'extrême droite, j'ai déjà dit la néo-AS, c'est beaucoup plus large. Mais enfin, tous ces crétins ne voient pas le réel, ce sont des incapables. Mais mieux que ça, j'ai vu très récemment l'équipe de football des moins de 20 ans, je crois, parce qu'il y a une compétition en ce moment, là, autour du 20 juillet, dans les jours où nous sommes, 2019. L'équipe d'Italie qui a été éliminée par l'équipe d'Espagne. Eh bien, dans l'équipe d'Italie actuelle, vous avez déjà 3 ou 4 subsahariens. Voilà, dans l'équipe d'Italie. Or, qu'il n'y avait pas jusqu'à récemment. Hein. Bah, peut-être le premier qu'on a vu avec l'équipe nationale d'Italie, c'était Balotelli. Mais bon, voilà, c'est très récent. Mais là, même les U20, hein, les jeunes de 20 ans de l'équipe d'Italie. Au passage, c'est dire le fiasco de cet abruti de Salvini, la vedette des trous du cul
du Front National, enfin du Rassemblement National. Il se fait ridiculiser tous les jours par les immigrationnistes qui débarquent, tout ce qu'ils veulent. Ils vont les chercher en Libye, hein, ils vont les chercher quasiment sur les côtes en Libye. Ils les ramènent en Italie. Ce petit trou du cul de Salvini s'excite dans tous les sens. Et les gens rentrent. Mieux que ça, même la justice italienne donne raison aux immigrationnistes contre ce bourricot de Salvini. Voilà tout ce baratin d'extrême droite où il va vous conduire. Et là encore, hein, ceux qui débarquent, c'est pas des Libyens, c'est pas des Nord-Africains, c'est pas des bougnoules. Non, non, c'est des subsahariens, trou du cul. 95% de ceux qui débarquent sont des subsahariens. Même si pendant très longtemps on a voulu nous faire croire que les subsahariens, par exemple, qu'on voyait en masse du côté de Calais, c'était des Syriens. Voilà. Franchement, bande d'abrutis, hein. Bande de clochards. Hein, on vous montre des subsahariens, vous croyez que c'est des Syriens. À tel point qu'il y avait des couillons là-bas, électeurs du Rassemblement National, tous ces putains de dégénérés là du Nord-Pas-de-Calais. Je dis pas que tous les gens du Nord-Pas-de-Calais sont dégénérés, mais je dis ceux qui votent Front National, c'est sûr. Ces abrutis voyaient passer des Somaliens, des subsahariens en général, etc., et ils croyaient que c'était des bougnoules. Putain d'abrutis. Vous êtes vraiment des sous-merdes, hein. D'abord, moi j'ai eu le sentiment d'un 14 juillet qui était un 14 juillet de la honte, du début jusqu'à la fin. On a vu tout au long de la journée un président conspué qui fait semblant de ne pas entendre. Mais c'est normal ça justement que c'est normal. Non, moi je trouve que ce n'est pas normal. On a vu un président qui mécaniquement donc levait le bras, un ministre d'État derrière lui au cœur d'une affaire qui siégeait. On a vu les Black Blocs dévaster les Champs-Élysées. On a vu des opposants politiques arrêtés alors qu'il n'y avait rien. Après leur garde à vue, ils ont été relâchés, il n'y avait rien, a dit le parquet. Et puis on a vu en fin de journée les Champs-Élysées, le jour de la fête nationale, recouverts de drapeaux algériens. La soirée s'est terminant dans des heures, à Paris, à Lyon, à Marseille. C'était vraiment le 14 juillet de la honte. Bien, dans la série, nous écoutons les crétins du Rassemblement National. On en a un beau là, c'est Sébastien Chenu. Alors lui, contrairement à Julien Audoul, lui il a quasiment la dégaine et le ton de la voix et tout. Hein. Lui on sait ce qu'il fait au siège du Rassemblement National, hein, de participer à la petite fête là. Bon, est-ce qu'il met des barésies ou ça on sait pas. Bon, passons. De quoi il pleurniche celui-là? C'est quoi son problème? Et donc c'était le 14 juillet et il a vu en fin de journée des drapeaux algériens. Et il est tout bouleversé, le pauvre. Il est bouleversé. On lui a gâché le 14 juillet. Bon. Est-ce que c'est bien sérieux comme discussion? Franchement. Il y avait des drapeaux algériens. Et alors? Où est le problème? Bon, ça te désole, ça te dégoûte. Mais pourquoi t'es pas venu, toi, avec tes barésies et tes talons aiguilles pour aller te bastonner avec les Algériens, pour libérer ton pays? Franchement, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez dire à des gens comme ça? Vous trouvez que c'est vraiment grave? Vous trouvez qu'on est en train de vous bouffer, qu'on est en train de vous écraser? Vous voulez plus de noirs et moins de rebeux? Ben, je sais pas, faites quelque chose. Allez sur des marchés, préparez les prochaines élections. Je ne sais pas, moi, créer une milice, charger le 14 juillet, ou la prochaine fois où il y aura des drapeaux algériens, bougez-vous le cul. Faites quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont la mentalité de la Gestapo et la pratique des Gestapettes, comme on disait à l'époque de l'occupation vichiste. Enfin, sous Vichy plutôt. Mais après ces quelques remarques générales, je voudrais quand même revenir à la question du 14 juillet, de la fête gâchée selon Sébastien Chenu, enfin on s'en fout. Brigitte Bardot aussi, hein, qui l'a ramené aussi.
Selon tout cela et toute l'année OS, on aurait donc gâché la fête nationale. Bien. Mais moi, je voudrais vous parler de quelque chose que vous ignorez sans doute, et qu'à coup sûr, les PD du Front National, les espèces de connasses du Front National ne connaissent pas. C'est ce qui s'est passé le 14 juillet 1953, mandat abruti. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un problème un 14 juillet entre, disons, la racaille d'extrême droite et les Algériens. Même si à l'époque, ils ne s'appelaient pas Algériens, hein, n'est-ce pas? C'était des sujets français. Eh bien, je vous raconte ça rapidement. Le 14 juillet 1953, il y a eu donc une manifestation. En réalité, ce n'était pas une manifestation seulement d'indigènes d'Algérie. Il faut savoir qu'à l'époque, le 14 juillet était le jour de célébration de la fête des travailleurs. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Hein. Mais à l'époque, c'était en France le 14 juillet. C'était systématiquement le 14 juillet. C'est depuis les événements dont je vais vous parler maintenant que le 14 juillet n'est plus la fête ouvrière, la fête du travail. Bien, le 14 juillet 1953, il y a donc une manifestation, comme tous les 14 juillet, des travailleurs. Donc on trouve la CGT, le PC, l'ensemble des organisations de gauche, les syndicats, et il y a également le mouvement national algérien, qui défile ce jour-là, mais qui défile à part. Avant la manifestation du 14 juillet 1953, dès que les Algériens avaient commencé à arriver, il y avait eu des affrontements. Des militaires, en partie des militaires. Il faut savoir le contexte, nous étions en pleine guerre du Vietnam. On commençait à chercher à chauffer un peu les Algériens, qui ont répliqué immédiatement. Donc c'était un peu chaud, mais bon, ça s'est tenu là. Ensuite, la manifestation a commencé. Et très rapidement, la police française, comme d'habitude, dès qu'ils arrivent, c'est le bordel, ont commencé à vouloir agresser les Algériens. Le service d'ordre algérien les a repoussés, les a même fracassés, il faut dire. Tous les témoignages de l'époque le confirment. Ils se sont fait fracasser leur gueule. Mais, évidemment, ils étaient armés. Donc, ils ont tiré. Alors, je vous épargne tous les détails, etc. Il y a eu en tout 9 morts. 8 Algériens, 8 ouvriers algériens, et un Français. Un membre de la CGT qui avait eu la naïveté de croire qu'il allait pouvoir s'interposer et ramener les flics au calme. Hein? Ce qui veut dire aussi comment les gens ont quand même oublié ce que c'était que la police. Hein. Il a fallu attendre le mouvement des Gilets jaunes pour se ressouvenir un peu. Décidément. Aucune culture historique. Hein. Bon, enfin bref. Donc le 14 juillet, il y a donc eu ces affrontements qui ont fait donc 8 morts algériens et 1 mort français. Je dis 8 morts algériens, je répète, la nationalité algérienne n'existait pas. Hein. C'était l'Algérie, c'était 3 départements français. Bien. Et depuis lors, il faut savoir, c'est que depuis lors, il n'y a plus de manifestations ouvrières le 14 juillet. Elles ont été déplacées au 1er mai. Ça date de cette époque. Et oui, il faut se renseigner un peu. Évidemment, pas demander ça aux grosses tapettes, aux guest-tapettes du Rassemblement National et de la NEOS. Hein, alors, on leur demander d'avoir un peu de culture historique. Impossible pour eux. Impossible. Ils préfèrent faire ce qu'ils font au siège du Front National. Hein? Crapule, salope. Bon. Voilà. Pour ceux qui veulent s'intéresser au sujet, se documenter, on mettra en image, là, on vous montre quelques titres de livres sur le sujet.
Mais si vous cherchez sur Internet, vous aurez des informations sans difficulté. Voilà. Donc c'est pas la première fois que ces petits enculés d'extrême droite viennent pleurnicher sur les manifestations algériennes. Au passage aussi, pour les espèces de PD néo-AS qui viennent vous expliquer qu'on vient d'arriver, bah non, tu vois, ils étaient déjà là en 1953. Je pourrais t'évoquer d'autres dates. Mais le 14 juillet 1953, ils sont là. Et en plus, ils se font tuer. Eh oui, tu vois, tout compte du cul. C'est donc pas nous qui vous avons gâché votre 14 juillet, c'est plutôt vous qui passez votre temps à nous le gâcher. Avec vos flics, avec vos commentaires de grosses tapettes. Voilà la réalité. Bien. Je ne porte qu'un seul drapeau. Je n'ai que les couleurs bleu, blanc et rouge dans le cœur. Et je constate que des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de Français, d'origine algérienne en particulier, eh bien, préfèrent brandir le drapeau algérien. Ce qui démontre encore une fois l'échec de la politique d'immigration, l'échec de la politique d'intégration. Et pour citer encore le roi Hassan II, il disait que l'intégration ne peut se produire que de façon horizontale et pas verticale. C'est les Italiens, les Arméniens, les Espagnols qui sont venus en France, se sont parfaitement assimilés et intégrés, ont adopté nos lois, nos traditions, nos coutumes. Ce n'est pas le cas, manifestement, de la part de gens venus d'ailleurs et d'Algérie en particulier. Nous avons entendu tout au long de cette période-là de la compétition, de la CAN, et de manifestations de supporters algériens, toutes sortes de déclarations, à peu près toutes aussi stupides les unes que les autres, mais surtout mensongères. C'est ça qui nous intéresse, nous. Ce n'est pas tant que la néo-AS nous déteste, ça on n'en a rien à foutre, parce qu'évidemment on leur crache à la gueule, ça va de soi. Non, ce qui nous intéresse, c'est le fait de nous détester pour de mauvaises raisons, si je peux dire. C'est-à-dire surtout de nous détester en pratiquant des mensonges historiques. Hein? Alors, le principal, je peux dire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de raconter ce que font systématiquement toutes ces sous-merdes du Rassemblement National, le menteur Zemmour, enfin, toute une partie de ceux qui causent dans le poste, qui donnent leur avis à tort et à travers. Et d'ailleurs, malheureusement, également des gens qui voudraient prendre notre défense, en quelque sorte, voudraient nous soutenir, et qui font très mal, parce qu'ils n'ont pas la culture historique pour parler de ces questions. Bon, non, je répète, pour la énième fois, on n'est pas arrivé ce matin. Jamais. Comme je l'ai déjà rappelé dans un passage précédent de cette même vidéo, où je rappelle les événements du 14 juillet 1953. D'accord ? Eh oui. Voilà. Déjà, une première occasion qu'ils ont eue de nous gâcher notre fête. C'est trop du cul. Bien. Maintenant, nous allons... nous venons d'entendre le dénommé Monsieur Ravier, qui est député des Bouches-du-Rhône. Député frontiste, hein, trou du cul, quoi. Le péniste, hein. Lapine, quoi, lapiniste. Hein. Bien. Alors celui-là raconte à peu près la même histoire que d'habitude, sur laquelle donc il y aurait des gens qui seraient venus, des immigrations qui seraient venues en France, qui auraient été très très gentils, qui seraient très polis, qui diraient bonjour monsieur, au revoir madame. Ça serait donc les Italiens, les Arméniens, je ne sais plus trop qui encore. Puis il y aurait les méchants, qui seraient venus, mais après les autres apparemment, et accompagnés de toutes sortes d'autres. Ils ne précisent pas trop lesquels. Enfin, on voit à peu près où est-ce qu'ils veulent nous coder. Qui, eux, ne respecteraient pas le drapeau, je sais pas quoi, la France, les lois, etc. Bon. Évidemment, c'est à peu près n'importe quoi. Je commencerai par exemple par le cas des Italiens. Contrairement à ce que raconte ce monsieur Ravier,
les Italiens n'ont pas du tout été reçus avec amour, avec fraternité en France, hein. Pas du tout. Ils ont eu leur part de violence, de mépris, etc. Et que l'extrême droite de jadis, par exemple l'Action française, elle détestait les métèques. Et elle classait parmi les métèques les Italiens. Tout le baratin d'aujourd'hui sur on est tous des Européens, tous des Blancs, et blablabla, tout ça, ça n'existait pas. Hein. De toute façon, il suffit de lire les auteurs italiens. Il y en a. Lisez ce que l'ancien membre de Charlie Hebdo, qui est décédé maintenant, Cavana, hein, qui avait fait un bouquin qui s'appelait L'Hérital. Mais enfin, il y en a plein d'autres de témoignages sur l'histoire des Italiens en France. C'était pas du tout je t'aime, t'es mon frère, on est tous européens, on est tous catholiques, blablabla. Ce n'est pas vrai, ce Ravier est un menteur, comme tous les grosses tapettes d'extrême droite. C'est une invention d'aujourd'hui, ne croyez surtout pas que c'est vrai de toute éternité, que alors ce qui vaut là pour les Italiens, que je ne parle pas italien, ça vaut pour les autres, ça vaut pour les Espagnols, et pour les Polonais, ou ça vaut pour les Portugais, bien évidemment. C'est hier matin qu'on a arrêté de les appeler les Portos, les Portugais. Hein. Croyez pas que c'est parce qu'ils étaient européens, et on les a reconnus comme des frères européens, catholiques, blablabla, blancs, de toute éternité. C'est pas vrai, c'est très récent. D'ailleurs, pour les Portugais, c'est très simple. C'est leur entrée dans l'Union européenne. Je crois que c'était encore le marché commun. 86, un truc comme ça. Qu'on a commencé à que leur statut a un peu changé. C'est-à-dire, ils ont quitté la catégorie qui était la catégorie dominante dans les statistiques, dans les journaux, etc., qui était le travailleur immigré. C'était comme ça qu'on les appelait. Ça indiquait tous les gens, disons tous les métèques. Et au milieu, évidemment, l'Algérien, qui était comme ça, qui trônait, bien sûr. Mais tous les autres, les Portugais, ils étaient considérés plutôt comme ça. C'est que très récemment, qu'on découvre qu'ils sont européens, qu'on a découvert qu'ils étaient européens, qu'ils étaient pareils, et blabli, et blabla, qu'on fait partie du même monde, blablabla. C'est tout à fait récent. Donc, quand le Ravier, là, le trou du cul, dit que les Italiens les présentent tout ça comme si ça avait été une réussite, qu'ils avaient été acceptés, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Voilà, premier mensonge. Bon. Alors les Arméniens, c'est encore une toute autre histoire, parce que les Arméniens ne sont pas une immigration. La présence des Arméniens en France est liée aux conséquences de la Première Guerre mondiale, de la défaite et la destruction de l'Empire ottoman, et des exactions menées par certains, ce qu'on appelait les jeunes Turcs, c'est-à-dire nationalistes turcs, contre les Arméniens, bon, même si c'est une histoire assez complexe, bien sûr, qui s'est traduite par des violences terribles contre les Arméniens, ça c'est clair. Mais c'est une histoire assez complexe où le comportement du gouvernement jeune turc a été aussi causé par les circonstances de la guerre. Hein. Je veux dire, les guerres, c'est pas les moments où on prend les meilleures décisions, hein, et les décisions les plus pacifiques, hein, par définition. Bon. Donc les Arméniens, un certain nombre d'entre eux ont été reçus en France. Ils ont été reçus en tant que réfugiés. C'est un statut particulier. D'ailleurs, ils n'ont pas immigré qu'en France, hein. Ils ont immigré aux États-Unis et ils ont immigré beaucoup aussi au Moyen-Orient. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a une communauté arménienne au Liban, il y en avait une aussi en Syrie. Je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue, mais il y en avait une au Liban qui existe toujours. Elle date de cette époque-là. Hein, des gens qui ont dû quitter l'Empire ottoman, ceux qui ont réussi à sauver leur peau, et se sont réfugiés également donc en France, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Voilà. Donc c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, pour revenir aux Algériens, et donc aux Nord-Africains, parce que l'Algérien c'est le porte-étendard du Nord-Africain. Ce que ce Ravier ne voit pas, c'est que évidemment, il ne va rien savoir, ce qui est quand même très très embêtant pour quelqu'un qui apparemment est Marseillais de naissance,
à vérifier, parce que ce mec lamente, hein. Je ne sais pas comment il s'appelle en vérité, mais enfin admettons qu'il s'appelle Ravier pour de vrai, et qu'il soit réellement de Marseille. Mais alors c'est encore pire d'une certaine façon, c'est qu'il ne connaît pas sa ville. Parce que s'il ne connaît pas la présence des Algériens depuis plus de 120 ans à Marseille, c'est vraiment... il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est des trous du cul, mais intergalactiques. Hein. On ne peut plus rien pour eux. Hein. Bon, évidemment que les Algériens sont là depuis 120 ans. Alors est-ce que depuis 120 ans, ils violent les lois? Et peut-être les Marseillaises aussi. Non, évidemment que non. Ils ne violent pas plus les lois que les autres. Ce n'est pas vrai. Parce que... aller à une manifestation populaire pour fêter la victoire de l'équipe d'Algérie, ce n'est pas une violation de la loi. Brûler des voitures ou piller des magasins, oui, ça c'est une violation de la loi. Mais sortir avec un drapeau algérien pour fêter la victoire de l'équipe d'Algérie, ce n'est pas une violation de la loi. Monsieur Ravier dit n'importe quoi. Et heureusement que ce trou du cul est député. C'est-à-dire des trous du cul de ce genre font les lois. Vous imaginez le résultat? C'est pour ça que c'est le bordel complet. Hein. Des lois, ils en chient tous les jours, qui ne servent strictement à rien, et que d'ailleurs personne n'applique, et tout le monde s'en fout. Tellement c'est n'importe quoi. Bien, mais je ferai quand même remarquer que, contrairement à ce que dit Ravier, à tous les trous du cul néo-AS, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes, qu'il y a qu'une fête, qu'un événement qui est une fête d'une victoire d'une équipe étrangère donne lieu à des problèmes d'ordre public. C'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est pas à chaque fois que les Algériens, pas du tout. Souvenez-vous de la victoire de l'équipe du Portugal à l'Euro. C'est le dernier Euro en fait. La victoire du Portugal. Bien. Bah, il suffit, vous savez, aller sur Internet, hein, c'est facile à vérifier. Il y a eu des manifestations aux Champs-Élysées. C'était des Portugais qui étaient là. C'était l'équipe du Portugal. Et pourtant, il y a eu des incidents, il y a eu des affrontements, il y a eu des problèmes. Bah, c'est pas les supporters portugais qui ont créé le problème. C'est que tout simplement, lorsqu'il y a des événements d'ampleur comme cela, c'est-à-dire la victoire du Portugal ou de l'Algérie, il y a beaucoup de monde qui se déplace. Beaucoup de monde viennent. Ce ne sont pas que les supporters des équipes, c'est toutes sortes de gens qui se déplacent. Y compris des gens qui ont décidé de faire leurs courses à 1h du matin sur les Champs-Élysées. Oui, bien sûr. Ça existe, le problème. Ça existe. Je vois pas en quoi les Portugais ont été responsables de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les Algériens dans leur ensemble, y compris ceux qui n'ont pas manifesté pour la victoire d'Algérie, hein, ce qui fait quand même l'immense majorité des Algériens en France. Hein. Parce que s'ils étaient tous sortis manifester, là, franchement, ça aurait été une pagaille indescriptible. Voilà. Donc, c'est de la foutaise. C'est une non-connaissance des sujets, de ce que sont les Algériens en France, de leur ancienneté, de leur présence nombreuse, ancienne, que M. Ravier et ses collègues néo-ouest ne veulent pas voir. Ou plutôt, ils la voient, mais ils ne veulent pas la comprendre. Évidemment, pour quiconque examine les faits de façon froide et rationnelle, il comprend les événements. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'ailleurs, il ne faut jamais fouetter des chats. Si vous prenez l'exemple que j'ai donné de l'équipe du Portugal, oui, les Portugais, contrairement à ce que raconte ce Ravier, les Portugais ont sorti les drapeaux portugais. Personne n'en a été offusqué. Et c'est bien normal. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Rien. Voilà. Ça, ce comportement, ces propos, c'est la manifestation de la haine, vraiment, de la haine anti-algérienne. Ce qui est par ailleurs incroyable, incompréhensible. Parce que ce Ravier et d'autres encore dont nous avons parlé dans cette vidéo, d'autres trous du cul du Front National ou Rassemblement National, et d'ailleurs des néo-ouest qui ne font pas partie du Front National. Hein. Je songe par exemple j'ai entendu des journalistes du journal néo-ouest Valeurs Actuelles raconter les mêmes merdes.
Oui, je reviens donc un instant sur ce que je voulais dire à propos de M. Ravier et de quelques autres, enfin de toute cette merde néo-OS. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, leur détestation de l'Algérie est totalement irrationnelle. Bon. Parce que la plupart d'entre eux n'étaient même pas nés. Ils n'étaient pas nés au moment de la guerre d'Algérie et l'indépendance d'Algérie. Parce que je peux comprendre qu'un Jean-Marie Le Pen, qu'un certain nombre de gens de sa génération, que des gens issus qui ont été dans l'OS historique, ou qui sont des rapatriés, comme on dit, des pieds noirs, etc., que cela ait pu nourrir ou maintenir une hostilité de principe à tout ce qui pouvait leur rappeler l'Algérie, le FLN, la guerre d'indépendance. Ça encore, bon, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais tous ces gens qui sont nés après, mais vraiment longtemps après, ou encore qui n'ont pas de lien personnel avec l'Algérie, c'est pas des gens, des rapatriés d'Algérie, ou des gens, la plupart d'entre eux ont un lien relativement distendu. Certes, tous des gens qui ont autour de 50 ans, oui, même 40, 50 ans, 60 ans, ont des parents, souvent en France, qui ont fait la guerre d'Algérie, ou qui sont passés par la guerre d'Algérie, puisque plus de 2 millions de Français ont servi comme militaires pendant la guerre d'Algérie. Bon, mais enfin, tout de même, il n'y a plus de raison personnelle, comme ça, d'être dans cette espèce de délire. Il n'y a pas de raison particulière. Pourtant, ça y est, ils sont dans un fanatisme que même des gens qui ont été dans l'OAS historique, la vraie, n'avaient pas à l'égard de l'Algérie, n'avaient plus du tout à l'égard de l'Algérie. Considérant que, d'abord, le problème était réglé, quoi qu'il en soit, et que deuxièmement, même les motifs qui les avaient, les raisons qui les avaient motivés pour rejoindre ce combat, etc., étaient finalement, avec le recul, assez légères, finalement, ça n'avait pas de sens. Bien. Donc, toute cette merde néo-AS n'a aucune espèce de raison. Parce qu'encore une fois, on peut comprendre des gens qui traînent à titre personnel des blessures, des combats personnels, ça, on peut comprendre, des gens qui ont été impliqués directement, on peut comprendre. Ah, c'est un peu comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire que ceux qui étaient directement, qui avaient vécu les choses, ou qui avaient vu ou leurs parents directement subir les conséquences de la collaboration ou du nazisme, etc., que ces gens étaient très motivés dans la lutte contre le nazisme, contre ce qu'ils appelaient le révisionnisme, le négationnisme, etc. On peut comprendre tout ça. Mais leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs arrière-arrière-petits-enfants commencent à se poser des questions, quoi. Il y a quelque chose un peu de pathologique, là. Bon. Mais encore, on pourrait dire qu'ils avaient un lien de famille, eux, au moins. Ce qui n'est pas le cas du tout avec toute la merde néo-AS. C'est pas ce qui peut bien motiver une haine pareille. Nous avons montré dans cette vidéo un certain nombre de choses. Nous avons montré que la CAN n'est pas seulement le nom d'une compétition sportive, mais c'est aussi, et nous dirons surtout, une construction idéologique qui consiste à imposer aux Nord-Africains une identité aussi étrangère qu'imaginaire. Rien ne nous interdit de vouloir autre chose que ce qui nous est imposé, même si, bien évidemment, nous ne croyons pas un instant qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Mais enfin, le simple fait de commencer à prendre conscience que les conditions dans lesquelles nous vivons nous sont imposées et ne sont assurément pas le résultat d'on ne sait quelle fatalité naturelle, c'est déjà un très grand pas vers la vérité et vers la liberté, ce qui n'est pas rien. Nous avons une nouvelle fois soulevé puis balayé la poussière idéologique néo-OAS. Nous l'avons déjà dit, la merde néo-OAS
est aussi bête que méchante. Cependant, elle constitue pour l'avenir une réelle menace pour les Nord-Africains, pas pour les autres, et pour la paix civile en France. Même si d'autres facteurs plus importants que les tapettes néo-S forment la véritable menace pour la paix civile. Des sujets que nous avons abordés ici, nous serons contraints d'y revenir pour les préciser et les approfondir. En attendant, nous conclurons cette vidéo en nous arrêtant un instant sur cet étrange rapport qu'entretiennent certains Algériens, les plus jeunes, avec le drapeau national de leur pays. On peut dire que, fondamentalement, cette drapeauite est la manifestation d'une forme adolescente de patriotisme. Par adolescente, nous voulons dire joyeuse, désordonnée et pas forcément pensée. Mais quoi qu'il en soit, cette dernière manifestation se produit au moment même où se joue en Algérie un bras de fer entre le pouvoir algérien, c'est-à-dire l'armée, et nous pouvons le dire, le peuple. Mais au sein du peuple algérien se joue aussi une guerre des drapeaux, qui présente des aspects très inquiétants. Si on reste fixé sur la France, on ne peut pas dire qu'il y a là une guerre des drapeaux, dans la mesure même où l'État français, et particulièrement ses représentants élus par le peuple, ont déjà renoncé au drapeau tricolore, puisque ce dernier est constamment flanqué du drapeau de l'Union européenne, quand ce n'est pas de celui des USA. Le drapeau français n'apparaît de manière spontanée et populaire que lors des grandes victoires sportives ou lors de certains graves événements, comme au moment des attentats de 2015 à Paris et de 2016 à Nice. De telle sorte que, de plus en plus, on sent quelque chose comme la fin du sentiment national français. Et c'est sans doute pour cela que la floraison des drapeaux étrangers est si difficilement tolérée par une partie des Français. Les choix électoraux que les Français ont faits ces dernières années impliquent une politique qui va renforcer chaque jour un peu plus les motifs de dissolution de la France, pour ensuite que les mêmes viennent geindre des conséquences des choix qu'ils ont faits et qu'ils confirment à chaque fois qu'ils en ont l'occasion.